quoi handicap pour vous, madame? C'est une très bonne question. Ça, il faut me l'expliquer. Le mot handicap est très difficile à définir parce que c'est par rapport à une normalité qui n'existe pas vraiment en fait, je pense. Il y a les choses dans la vie qui ne sont pas aussi faciles peut-être que pour d'autres gens. Ne pas être comme les autres. C'est comme si quelqu'un aimait le jaune et une autre personne le bleu, c'est une différence comme les autres. C'est une simple différence à accepter et je dirais même à partager, quoi. Le mot handicap vient de l'expression anglaise handicap, signifiant main dans le chapeau. Dans le cadre d'un troc de biens entre deux personnes, il fallait rétablir une égalité de valeur entre ce qui était donné et ce qui était reçu. Ainsi, celui qui recevait un objet d'une valeur supérieure devait mettre dans un chapeau une somme d'argent pour établir l'équité. L'expression s'est progressivement transformée en mot puis appliquée au domaine sportif, notamment dans les courses hippiques. Un handicap correspondait alors à la volonté de donner autant de chances à tous les concurrents en imposant aux meilleurs des poids plus lourds à porter. L'essence même de la notion de handicap repose sur la nécessité d'être équitable, en désavantageant ou en annulant un avantage chez un concurrent. L'origine du mot était donc basée sur un souci d'égalité. En passant dans le domaine médical, l'expression se transforme radicalement et inverse même son sens. Il ne s'agit plus d'équilibrer les choses, mais de souligner le déséquilibre, le désavantage dont est victime un individu. Le mot handicap a dès lors désigné une infériorité et non plus une supériorité. J'aime pas trop le mot handicap, parce que je trouve ça un peu... Disons que je trouve ça un peu déplacé. Je trouve que c'est un mot déplacé, quoi, pour moi. Mais moi, je dirais différent. On est différent des autres, c'est tout. Des fois, quand on me dit ça, je le prends mal, parce que j'ai du mal un peu à admettre comment je suis, quoi. Et donc, disons que ça ne me plaît pas. Pour moi, c'est un problème, parce que je voudrais bien être une personne comme les autres, savoir faire des choses comme les personnes normales qui n'ont pas de problème savent faire, mais avoir un handicap, disons que ça me gêne un petit peu, quoi. Surtout au niveau du regard des autres, quoi. Parce que les autres personnes me regardent des fois différemment, et ça me fait pas plaisir toujours. Ça me fait mal. Les participants, ils sont souvent un petit peu désarçonnés par le regard de l'autre, qu'ils ressentent comme pesant. Je ne suis, moi, pas persuadée que ce soit un regard pesant qui soit posé sur eux. Mais peut-être que le regard compatissant de l'autre, ou le regard effrayé, ou le regard étonné, peut être ressenti comme pesant. La personne handicapée a peut-être moins de compétences pour exprimer ses émotions, mais elle possède en elle toute la palette des émotions, toute la palette des sentiments qui fait la richesse de tout être humain. Une personne handicapée, elle peut être triste, joyeuse, jalouse, généreuse, amoureuse, agressive. Elle n'est pas handicapée, elle est une personne. Et si le monde extérieur la voit comme une personne, je pense qu'une partie du chemin est faite. Le terme handicap est-il bien le plus approprié pour définir une personne ayant une déficience? Si nous revenons à la genèse de ce mot, un handicapé serait alors un individu mettant sa main dans un chapeau. Tout au long de l'histoire, nos sociétés n'ont jamais pu trouver le vocabulaire adéquat dans leur tentative de définir la déficience. Le terme handicap est donc venu progressivement remplacer les termes plus agressifs. Anormal, Taré, sourd, Débile. abruti, retardé, Mongol. incapable, fou, imbécile, stupide, aliéné,
il est étonnant de constater que toutes ces appellations issues du jargon médical d'autrefois ont également été détournées de leur usage originel pour être aujourd'hui utilisées comme insultes dans le langage courant. Un peu comme si nous voulions toujours tenir à distance la différence, rejetant les êtres qui, du fait de leur déficience ou de leur apparence, sont en dehors de notre ordinaire. Et pourtant, face à cette logique d'exclusion, ne serait-il pas plus juste de les qualifier d'êtres extraordinaires ? Nous vivons avec ces peurs ancestrales. J'ai peur de ne plus être efficace. Donc l'autre, pour finir, qui est différent et qui semble ne pas avoir les mêmes compétences, voire ne pas être aussi performant que je ne le suis, ou en tout cas ce que j'ai comme idée, c'est qu'il n'est pas assez performant, il n'arrive pas à faire aussi vite, aussi bien. Je ne voudrais évidemment pas que ça m'arrive à moi. Donc ça, c'est intéressant de voir cette ambivalence, parce qu'alors l'autre est un miroir, en quelque sorte, de moi. Il est ce que je ne veux pas voir en moi. Et essayer de comprendre ce regard pesant que la personne peut ressentir, c'est comprendre évidemment, ou essayer de comprendre les représentations que la problématique du handicap continue et continuera à susciter. Donc c'est véritablement un travail sur nous-mêmes qu'il faut faire. C'est vraiment faire ce chemin d'initiation, de découvrir la personne, et c'est ce que font beaucoup de professionnels qui travaillent évidemment dans le secteur, c'est ce que font les parents qui ont un enfant handicapé et qui, quelque part, découvrent un tout autre monde et découvrent aussi un système de valeurs qui est tout à fait différent. Tout au long de son histoire, l'humanité a eu beaucoup de mal à faire preuve d'humanité et à donner leur juste place aux individus porteurs d'un handicap. Pour les grandes civilisations antiques, rejetés par celles-ci, ils étaient mis au banc de la société. Certaines cultures plus anciennes considéraient le handicap comme le fruit d'une faute, une punition divine. Il était le résultat de la colère des dieux. Il fallait alors recourir au sacrifice humain pour l'apaiser. A contrario, dans la mythologie égyptienne, on considérait l'anomalie comme une exception. La personne différente était considérée comme une divinité, prenant vie sous forme charnelle. Dans nos mythes et légendes, il s'est dit que parfois, dans une recherche de pureté de la race, certaines communautés s'en débarrassaient dès la naissance. Dès la genèse de la civilisation chrétienne, certains voyaient en eux une émanation de Dieu. Pour d'autres, celle du diable, ce qui forgea pour longtemps une image tronquée. À travers l'histoire, ils furent toujours l'exception, bannis ou au contraire exposés pour leurs différences, faisant d'eux des monstres, on les exploitait comme des bêtes curieuses. Aux prémices de la pensée humaniste, il y eut la pitié. Tout d'abord, celle des rois qui en faisaient leur bouffon. Seuls sujets à détenir le droit de se moquer des grands. Lors des grandes révolutions et dans la valse des pouvoirs, ne sachant plus que faire d'eux, ils furent enfermés, éliminant ainsi le problème au fond des cachots, loin du regard. Plus tard, à l'ère de la modernité, ils furent mis à contribution sur le plan du développement. C'était une autre sorte d'enfermement, au grand air.
les guerres modernes et impitoyables et leur lot de soldats meurtris. Le handicap toucha toutes les familles, changeant progressivement le regard de la société sur celui-ci. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, si les nazis ont dû finalement stopper en Allemagne leur projet d'euthanasie sous la pression des cris au scandale des familles, en France ou en Belgique, l'indifférence laissa mourir de faim dans les institutions plus de 40 000 personnes. Après la guerre, vint l'ère de l'étiquetage bureaucratique, du classement. À chacun était proposée une batterie de tests, énumérant ses inaptitudes. Dans le bouleversement social de l'humanité, la scolarité fut enfin accessible et obligatoire aux enfants avec handicap. Il fallut pourtant attendre encore longtemps avant qu'elle soit adaptée à chacun. À toutes les époques, il y eut des abus de leur gentillesse ou de leur faiblesse. À l'heure d'aujourd'hui, dans notre société avancée et réfléchie, ils ne sont heureusement plus considérés comme le fruit d'une malédiction, ni victimes d'insultes, de rejets impulsifs ou de brutalité pour ce qu'ils sont. Nous ne jetons plus de pierres sur eux, ayant mis de côté nos vieilles superstitions qui poussaient à croire que ça nous portait bonheur. Il y a parfois des gens qui se moquent de nous. Parce qu'ils savent que ça nous fait mal. Et ils savent qu'on est plus faible qu'eux. Alors ils le font exprès pour nous faire mal, quoi. Des gens qui font mal dans leurs paroles qu'ils disent, quoi. Parce que je trouve que c'est blessant. Je trouve ça blessant. Bah, j'aime pas du tout traiter de handicap parce que j'aime pas du tout comme ça. Parce que quelqu'un se moque de la rue, parce que quelqu'un rigole, sinon je vais ailleurs comme ça. J'aime pas trop, c'est méchant ça. C'est vraiment pas gentil, c'est pas sympathique. Je veux pas bagarre, je veux pas dispute. Je veux pas gentiment. La personne porteuse d'un handicap doit en permanence adapter son comportement à celui que l'on attend et non à celui qui est le sien. Chacun d'entre nous peut se mettre 2 minutes dans la peau d'une personne handicapée, ne serait-ce que quand on va à l'étranger. Je vais dire, mais vraiment loin à l'étranger, si on arrive en Chine sans connaître un mot de chinois, et que pour se faire comprendre, on doit essayer d'utiliser toutes les ressources que l'on a en nous. Les gestes, les mimiques, peut-être un peu d'anglais, peut-être un dessin. On va se rendre compte de toutes les difficultés d'une personne qui, tout au long de la journée, doit se faire comprendre par le monde qui l'entoure sans avoir toutes les compétences pour le faire. Quand on se livre à cet exercice, on est totalement exténué en fin de journée. Et on demande aux personnes porteuses de handicap de faire cet exercice à longueur de jours, de semaines, de mois et d'années. Et on le leur demande pour l'expression, mais on le leur demande aussi pour gérer leur comportement que l'on trouve parfois un petit peu dérangeants ou originaux, mais qui sont les leurs, tout simplement. Est-ce que tout le monde souffre d'un handicap? Ah, c'est une drôle de question. Mais j'espère que non. Je crois que oui.
Non. Ah oui, ça c'est sûr. On a tous un handicap. Vous avez un handicap aux yeux, comme moi, puisque je porte des lunettes comme vous. Quelqu'un qui est tout petit, quand il doit prendre quelque chose très haut, il est handicapé parce qu'il est petit. Quelqu'un qui ne sait pas lire est handicapé pour autre chose. Donc ça englobe beaucoup de choses que les personnes ne comprennent pas. Ils ne voient qu'un type de handicap et il y en a tellement. Est-ce que la personne handicapée est bien intégrée à la société? Je pense que c'est très difficile pour eux. Ils ne sont pas bien intégrés. Je pense que pas assez encore, c'est clair. Ça s'améliore, mais c'est vraiment pas parfait, quoi. C'est pas du tout des personnes à rejeter socialement, loin de là, parce qu'elles ont beaucoup à nous apporter. C'est pas aux personnes handicapées de changer, c'est au regard des autres de changer, et ça, elles peuvent rien y faire. Ce qui fait de nous des êtres humains à part entière, c'est d'avoir la faculté de rêver. Quelles que soient nos origines, notre classe sociale ou notre handicap, nous serons toujours libres de vivre dans nos rêves, nos désirs les plus fous. Les aliments sont la subsistance du corps, le songe est la nourriture de l'esprit. L'homme ne pourra donc jamais cesser de rêver. Quand la nuit tombe et que le sommeil l'emporte, Anne glisse dans un songe bien singulier. Elle ne peut s'empêcher de rêvasser à ses amis avec qui elle passe toutes ses journées. Comme son amie Anne Solange, qui rêve de pouvoir se marier avec un homme séduisant. Elle imagine donc une belle et grande cérémonie où elle pourra porter sa magnifique robe. Mais il faut d'abord trouver son prince charmant. Je t'aime, Adrienne. Anne Solange plutôt. Noël, quant à lui, profite de son sommeil pour réaliser son fantasme inavoué. Celui d'être le héros d'un film d'action où il affronterait ses acteurs favoris. Mais Grégory n'aime pas du tout ce genre de scénario. Il préfère changer de chaîne et il découvre celui de Karine, où elle se voit jouer le premier rôle dans une série télévisée bien connue. Oh, je vais prendre une chimée bleue. Quant à Gurchat... Bonsoir. Ça va bien? Il s'imagine animateur de prime time délirant. Je m'appelle Gurchat. C'est pour vous présenter un grand talent. Samuel et Rachida, eux, partagent le même désir, être les DJ d'une soirée branchée. Tandis que Leila et Pina se verraient bien y danser jusqu'au bout de la nuit. Mais Rachida et Samuel ne sont pas les seuls à pouvoir allumer le feu. Michael sait ce qu'il veut, être la star que le monde admire. Pour réaliser son rêve, il a donc fait appel à ses amis musiciens. Arnaud à la guitare, Jean-Luc à la batterie, Mercedes au maracas et Arnaud à la basse. Mais Michael, comme tous les artistes, est très exigeant et possède un ego démesuré. Il dégage donc tous ses musiciens. En fait, il finit par faire un groupe à lui tout seul. Mais Karim, qui rêvasse toujours dans les nuages, n'aime pas ce genre de musique qui le dérange dans son sommeil jusque-là paisible. Au volant de son car, Hassan imagine pouvoir faire un long et fabuleux voyage, où il pourra emmener tous ses amis. Inséparables, ils sont prêts à parcourir le monde et même faire le tour de la Terre. Yacine, qui rêve de plus grands espaces, part en éclaireur visiter tout l'univers à bord de son incroyable navette spatiale. Mais lorsque la nuit peu à peu se termine, il faut pouvoir redescendre sur Terre. Tous quitteront bientôt leur sommeil et leur domicile pour se retrouver dans l'établissement de jour qu'ils partagent, où ils se sentent si bien, libres d'être eux-mêmes. Mais c'est sans compter sur Marc le malicieux, dont le seul désir, eh bien, c'est de tout faire péter. Un autre rêve serait celui d'une société inversée, où le handicap retomberait plutôt sur les épaules du plus fort, tout comme dans les épreuves sportives d'autrefois. Nous nous rapprocherions alors des espoirs déjà émis dans les années 80, lorsqu'il avait été imaginé que le mot handicap conserve son sens propre.
Nous nous trouverions alors devant la situation où les personnes ayant un handicap seraient non pas celles qui sont déficientes, mais celles qui ne le sont pas. Dans un souci d'équité, ce sont elles qui porteraient les incapacités ou les inaptitudes des autres. Lorsque nous les rejetons, parce qu'ils ne nous ressemblent pas, ne devrions-nous pas comprendre, à contrario, qu'ils nous ressemblent trop, que nous ne voulons pas voir en eux le reflet de nos propres faiblesses? Ne pas les accueillir, n'est-ce pas alors une manière de ne pas nous accueillir nous-mêmes?